People are suffering. People are dying. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of economic growth. How dare you? Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Le monde dont nous rêvons est possible. Nous pouvons tous être des acteurs du changement. Bonjour et bienvenue sur Horizon Durable, le podcast dédié à l'investissement responsable. Je suis Anne-Carine Marmu et je recevrai pour vous des dirigeants d'entreprises cotées, des gérants de fonds, des analystes, afin de leur donner la parole. Ils partageront avec vous leurs convictions, leurs actions pour réconcilier développement économique et croissance durable. Ces interviews ne sont en aucun cas des recommandations d'investissement. Notre seul objectif est de partager des histoires inspirantes pour faire avancer les consciences. Bonjour et bienvenue sur Horizon Durable. Pour cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Anne-Laurence Roucher. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à notre conversation. Bonne écoute. Bonjour Anne-Carine. Bonjour Anne-Laurence. Pour commencer, déjà, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je voulais, si vous le voulez bien, vous laisser vous présenter. Vous présentez-vous, Mirova, et nous expliquer ce qui fait la singularité de Mirova au sein de l'univers de la gestion d'actifs. Avec plaisir. Donc, je suis Anne-Laurence Roucher, je suis directrice générale déléguée de Mirova. Je m'occupe du développement des fonctions globalement de secrétariat général et je supervise également les activités américaines et asiatiques de Mirova. J'étais à la fondation de Mirova, donc aux premières heures de Mirova. J'ai participé en fait à la jeunesse du projet au sein du groupe, donc à l'idée même du fait d'avoir une société qui soit complètement dédiée à l'investissement responsable. Donc ça date un petit peu, ça remonte à il y a une dizaine d'années. Il y a une dizaine d'années, l'investissement responsable, ça faisait un petit peu sourire. Maintenant, les temps changent. C'est quelque chose qui est beaucoup mieux compris. Globalement, les parties prenantes comprennent qu'il n'y a pas réellement d'arbitrage à faire entre l'impact environnemental et social d'une part et le potentiel de performance financière. Donc Mirova, notre objectif, c'est que Mirova soit un outil de financement de la transformation de l'économie vers des modèles qui à la fois préservent et restaurent les écosystèmes et le climat, mais aussi favorisent l'inclusion sociale, la santé, le bien-être des individus. Et donc, pour ce faire, nous essayons d'innover sur l'ensemble de nos moyens d'action qui sont logiquement l'investissement, mais aussi la recherche, l'engagement actionnarial, l'influence globalement de la société financière. Notre ambition, en fait, c'est de concilier performance environnementale et sociétale d'une part, avec la performance financière. Et l'idée, c'est de placer notre expertise du développement durable au cœur de nos stratégies d'investissement. C'est comme ça vraiment qu'on arrive à réconcilier les deux. C'est-à-dire que les enjeux du développement durable sont un moteur de génération d'idées pour générer de la performance financière. Et donc, les solutions qu'on propose à nos clients, l'objectif, c'est de développer derrière une épargne qui contribue à une économie plus durable et plus inclusive. La société à mission, c'est le statut que vous avez défini pour Mirova. Oui, tout à fait. Est-ce que vous pourriez nous détailler ce que ça représente, ce que ça implique et quels sont les engagements qui sont liés à cette définition, à ce statut? Bien sûr. Alors oui, on est devenu société à mission l'année dernière. On s'est dit qu'en fait, si on était aussi engagé qu'on le disait, le corollaire, c'était d'utiliser pleinement les outils proposés par la loi Pacte en devenant société à mission. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire qu'on modifie nos statuts et qu'on inscrit dans nos statuts en fait la mission de Mirova qui se décline à travers des objectifs clairement inscrits dans les statuts sur lesquels on va décliner des objectifs quantitatifs qui vont eux-mêmes être suivis par un comité à mission. Et ensuite, un organisme tiers indépendant va venir vérifier que toute cette mécanique fonctionne bien. Si ça fonctionne bien, très bien. Si ça ne fonctionne pas bien, le statut de société à mission peut être retiré. Donc nous, les objectifs qu'on s'est donnés, pour faire simple, c'est de toujours innover en faveur de stratégies d'investissement orientées développement durable, de toujours veiller en fait à la qualité de notre expertise sur le sujet, d'être complètement partie prenante de l'écosystème développement durable
qu'il s'agisse de nous-mêmes, qu'il s'agisse du régulateur, qu'il s'agisse des émetteurs, qu'il s'agisse de la communauté financière et des ONG. Et puis, vraiment s'appliquer à nous-mêmes ce qu'on demande aux émetteurs dans lesquels on investit. Pour nous, c'est quelque chose qui est clé. C'est aussi un vecteur de culture d'entreprise assez fort, notamment quand on se développe un peu partout dans le monde. Et peut-être pour faire un dernier réco en fait à ce que veut dire faire de l'impact dans le domaine de la finance. En fait, nous, fondamentalement, être entreprise à mission, notre vocation, c'est concilier impact environnemental et social avec performance financière d'autre part. Et cet impact, il a 3 grands piliers que sont 1, l'intentionnalité, 2, l'additionnalité, 3, la mesurabilité. Et c'est important parce qu'en fait, ces 3 piliers-là, ils sont communs à l'ensemble des acteurs qui veulent faire de l'impact dans le domaine de la finance. L'intentionnalité, c'est évident, c'est de se dire l'ensemble de nos stratégies d'investissement, elles sont orientées vers l'objectif de concilier cette ambition d'impact environnemental et social avec la performance financière. L'additionnalité, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil. On la comprend très bien sur les marchés illiquides, quand on finance des parcs éoliens ou de la restauration de terres dégradées, on a une additionnalité. Sur les marchés financiers cotés, qui sont extrêmement profonds et où à l'échelle de ces marchés, Mirova est tout petit, c'est beaucoup plus difficile de voir quelle additionnalité on peut avoir. Et donc là, on a pas mal réfléchi, on s'est dit, finalement, où est-ce qu'on a de l'additionnalité ? En innovant, donc avec des stratégies autour de la création d'emplois, de la diversité des genres. 2, en fait, en étant vocal. Donc, on peut être vocal en utilisant ses droits de vote, on peut être vocal en faisant des coalitions d'investisseurs ou de l'engagement actionnarial aussi bilatéral. On peut être aussi vocal en faisant du plaidoyer et en contribuant activement en fait à la promulgation de nouvelles lois. C'est ce qu'on a fait sur la loi Pacte, mais c'est ce qu'on a énormément fait aussi sur tout ce qui est réglementation européenne, dont on entend beaucoup parler en ce moment. Et là, on se dit que oui, là, on commence à avoir une additionnalité parce qu'effectivement, on contribue à faire bouger les lignes avec nos petits moyens limités, 120 personnes. Le 3e volet, c'est la mesurabilité. Ce qui compte, c'est qu'effectivement, le client final, il doit pouvoir mesurer ce qu'on lui promet. Et donc, la mesure, en fait, il y a 2 dimensions. Il y a des mesures un peu qualitatives qui sont de manière générale, comment est-ce qu'on arrive à contribuer à l'atteinte des enjeux du développement durable, des objectifs du développement durable. Et puis, il y a des objectifs beaucoup plus quantitatifs, presque physiques. Est-ce que je finance un monde à plus 4 degrés, plus 6 degrés ou plus 1 degré 5 ? Les indices de marché traditionnels, ils font un monde à plus 4, plus 5 degrés. Nous, toutes nos stratégies d'investissement, elles contribuent à financer un monde à plus 1 degré 5, donc qui est l'objectif qu'on doit se fixer collectivement. Donc, on a d'autres critères de mesure, j'en ai parlé, des mesures sur la biodiversité, sur la création d'emplois, sur la proportion des femmes dans le management, etc., etc. 3 piliers pour faire court, donc intentionnalité, additionnalité et mesurabilité. Pour nous, c'est un peu le triptyque sur lequel on doit s'appuyer pour vraiment, en fait, exécuter notre mission d'impact. Justement, puisque vous parlez de votre mission d'impact, j'ai vu que vous aviez aussi obtenu le label Bicorp. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu ? C'est un label qui est donné par un organisme indépendant. Donc, du coup, il est assez reconnu. Il est reconnu mondialement, ce qui n'est pas le cas d'être société à mission. C'est un dispositif qui est très français. C'est pour ça qu'on a voulu aussi avoir ce label. En fait, il y a un questionnaire assez fouillé qui est soumis, auquel on doit répondre. Et puis, effectivement, on est pas mal secoué. Ils vont regarder, ils vont essayer de trouver un petit peu là où on pourrait être un peu faible. Donc, c'est des discussions assez intéressantes parce qu'en fait, parfois, ça peut aussi nous donner des idées de points à améliorer. Effectivement, on a été heureux du résultat. Donc, effectivement, on est content de faire partie en fait de cette communauté de sociétés Bicorp parce qu'il y a des acteurs du monde financier, mais aussi des acteurs du monde industriel qui en font partie. Donc, voilà, c'est bien. Et puis nous, il nous semblait que c'était un peu incontournable d'avoir ce label, parce qu'on n'aurait pas ce label, on ne serait pas crédible. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Tout à fait. Donc, vous opérez dans quel univers ? Alors, on gère 22 milliards d'euros aujourd'hui, 2 milliards qui sont sur les marchés dits illiquides. Donc, c'est-à-dire on investit en infrastructure, en gestion durable des terres et en projets solidaires. Donc, c'est assez large. Les projets solidaires, c'est essentiellement en France. Les infrastructures de transition énergétique, c'est essentiellement en Europe. Donc, on va
contribuer à financer le développement de projets éoliens, photovoltaïques, hydroélectriques, mais aussi de biomasse. Donc c'est assez large, ou encore des projets de mobilité durable, notamment liés à l'hydrogène ou à l'électricité. Sur tout ce qui est gestion durable des terres, là, on finance des projets de restauration des terres. C'est du capital patient dont l'objectif, en fait, c'est vraiment de réinvestir des terres qui ont été abîmées, dégradées, surexploitées, en déployant du capital patient et en mettant en place des pratiques agricoles qui vont permettre, en fait, de requalifier la qualité de ces terres. Donc ça pèse en gros 2 milliards. Et ensuite, on gère 20 milliards sur les marchés cotés, 16 milliards sur les marchés actions et 4 milliards sur les marchés obligataires. Sur les marchés actions, on est largement investi sur les marchés européens, mais aussi globaux au sens large. On a des stratégies d'investissement qu'on appelle multithématiques, c'est-à-dire qu'on investit en gros sur l'ensemble des grands thèmes de l'économie. Tout ce qui est consommation, santé, technologie, finance, transition environnementale, notamment dans tout ce qui est efficacité énergétique, mais aussi économie circulaire. Et puis, on a des stratégies d'investissement qui sont aussi sur des thèmes un peu plus spécifiques. Donc la transition environnementale en est un, mais on en a d'autres qui ont des portées plus sociétales, on va dire. Une qui s'intéresse à la création nette d'emplois, à la fois sur les marchés actions cotés et à la fois sur une activité plus solidaire. Et puis une qui s'intéresse, dont la thèse d'investissement en fait est d'investir dans des entreprises qui ont une vraie diversité dans le management et notamment une diversité des genres, avec un poids des femmes plus important. Donc voilà quelques exemples. On investit beaucoup sur les marchés actions globaux, mais aussi européens, qui est quand même un peu notre base de départ. Concernant les marchés obligataires, donc on investit beaucoup en obligations vertes. C'est la majeure partie de nos investissements. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les obligations vertes, elles permettent de flécher les montants levés sur les obligations et ils sont fléchés vers des projets verts. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, ça permet d'avoir un impact qui serait sinon beaucoup plus dilué si on investissait sur des émetteurs type souverain, des émetteurs corporate mais financiers, où là, finalement, on finance des projets mais qui ne sont pas seulement verts. Donc les obligations vertes sont pour nous un magnifique outil qui nous permet de financer l'économie au sens large, donc des États, des corporates, dans leurs projets de transition environnementale. On s'intéresse évidemment aux obligations sociales, mais qui représentent aujourd'hui une part assez minime du marché. Donc c'est pour ça qu'on parle plus des obligations vertes que des obligations sociales, mais l'intérêt n'est évidemment pas moindre, loin de là, pour les obligations sociales. Cette analyse extra-financière, elle est réalisée en interne ou alors est-ce que vous avez un partenariat avec une agence de notation particulière ? C'est une très bonne question. Alors, on s'appuie évidemment sur des équipes internes. On a une équipe de recherche sur les thématiques ESG qui représente 15 personnes, ce qui est beaucoup à notre échelle. On s'appuie aussi sur des partenaires de recherche externes, notamment ISS ESG pour ce qui est l'analyse de l'univers coté. En fait, le principe pour nous, c'est qu'on a mis en place une méthodologie qu'on a fait appliquer par ISS ESG. Cette méthodologie, en fait, elle vise à dire que ce qui nous intéresse dans les entreprises ou les émetteurs pour lesquels on va envisager un investissement, c'est de regarder à la fois les opportunités et les risques qui portent en eux. Les opportunités, c'est essentiellement en fait lié aux produits et services qu'ils commercialisent. C'est-à-dire, en gros, est-ce que leur business model, il est intéressant ? Est-ce que leur cœur d'activité, en fait, il contribue au développement durable ? Oui ou non ? Ça, c'est tout ce qui est opportunité. Et puis après, il y a les risques. Je vais vous donner un exemple, on peut avoir des fabricants de panneaux photovoltaïques, c'est très bien en termes de développement durable. Par contre, ce fabricant, il est basé en Chine et le respect des droits humains de base, il n'est pas là. Il y a des opportunités, mais il y a un risque qu'on estime trop fort, donc qui va nous conduire à exclure cet émetteur de l'univers des champs des possibles. Donc du coup, notre objectif, ce faisant, c'est de demander en fait à un prestataire externe, ISS ESG en l'occurrence, de faire une première analyse de notre univers d'investissement au sens large et en fait de commencer à déblayer les sujets. Et puis ensuite, nous, quand on réfléchit à vraiment investir dans un émetteur, là, on fait une deuxième revue en interne, poussée,
où on confirme, où on infirme. En fait, on affine la première analyse qui nous a été fournie par ce prestataire externe. En plus de ce prestataire un peu large, on travaille avec d'autres prestataires qui sont plus experts sur des thèmes bien spécifiques. Par exemple, Carbone 4 pour l'analyse de l'impact carbone des émetteurs. Là, ça demande un bon niveau de technicité parce que typiquement, pour vous donner un exemple un peu vivant, quand on veut regarder l'empreinte carbone d'une entreprise, ce qui va nous intéresser, c'est pas uniquement ce qu'elle émet directement pendant son cycle de fabrication de produits. C'est l'électricité qu'elle achète pour produire, elle est verte, elle n'est pas verte. Et puis les matériaux dont elle a besoin pour assembler, fabriquer son produit, quel est leur impact carbone. Et puis ensuite, par exemple, pour un fabricant de voitures, il fabrique des voitures, l'empreinte carbone, elle n'est pas majeure au niveau de l'assemblage de la voiture, mais par contre, elle est très importante au niveau du cycle de vie de la voiture. Et donc tout ça, on a besoin d'experts externes pour l'étudier, et donc on travaille avec Carbone 4, c'est un exemple. Il y a d'autres sujets sur lesquels on travaille avec d'autres partenaires, j'en parle parce que c'est des sujets assez importants et dont on parle, qui sont encore un peu méconnus, mais dont on parle de plus en plus. On travaille aussi avec un partenaire pour mieux comprendre l'impact des émetteurs sur la biodiversité. Donc voilà, on a un certain nombre de sujets qu'on regarde comme ça. L'idée sous-jacente, c'est de se dire qu'on a besoin d'avoir d'une part une vision qualitative un peu large, un peu complète sur les enjeux du développement durable. Et donc, on peut faire un lien avec les Sustainable Development Goals, donc qui ont été édictés par l'ONU il y a quelques années de ça, et auxquels tout le monde peut se référer de manière assez large, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être un expert du développement durable pour savoir ce qu'on veut dire. Et puis après, on va regarder des indicateurs un peu plus quantitatifs spécifiques qui sont l'empreinte carbone et donc l'empreinte climat, l'empreinte biodiversité, la création d'emplois, le poids des femmes dans le management, etc., etc. Donc il y a vraiment cette double approche à la fois qualitative et quantitative. Est-ce que vous-même, au sein des fonds, ou alors peut-être plus généralement au sein de l'entreprise, vous avez mis en place des outils de mesure de l'impact justement de vos décisions d'investissement ? Oui, bien sûr. C'est absolument fondamental pour nous de mesurer l'impact de ce qu'on fait. Notre processus d'investissement, et puis je reviendrai à l'analyse, il commence par qu'est-ce qu'on veut regarder ? Quels sont les émetteurs, les entreprises dans lesquelles on pourrait être intéressé pour investir ? Et donc, en général, cet angle-là, il est thématique, il est lié aux thématiques du développement durable, donc soit des thématiques larges, comme je l'ai évoqué précédemment, soit des thématiques plus resserrées, que ce soit la transition environnementale, la création d'emplois, la diversité dans le management. Donc là, on identifie un premier vivier d'entreprise qui est lié à cette revue qui est faite par les équipes de recherche. Donc, pour faire cette revue, on a besoin d'un certain nombre de critères objectifs d'analyse qui vont nous permettre de se dire est-ce qu'on met les entreprises en question dans le vivier possible d'investissement ou pas. Donc, je l'ai évoqué, on fait une analyse des risques et des opportunités en cycle de vie, donc sur toute la chaîne de valeur d'un produit, qualitative. Ça nous amène derrière à émettre une note, un ranking de ces émetteurs, et on émet des notes qui sont en 5 types de notation qui vont de engagé, où là il y a une contribution très forte à l'atteinte des objectifs de développement durable édictés par l'ONU, à négatif. Donc notre grille c'est engagé, positif, neutre, risque ou négatif. À chaque fois, cette opinion elle est émise en lien avec la contribution forte ou négative aux objectifs de développement durable. Et ce qu'on fait, c'est qu'on s'interdit d'investir dans des émetteurs qu'on va noter risque ou négatif. On s'engage à maximiser les émetteurs notés positifs et engagés et à minimiser les émetteurs notés neutres. Ça, c'est une notation qui est un peu complète et qui nous sert déjà de première lecture. Et pour faire simple, en gros, 80% de nos portefeuilles sont composés d'émetteurs qu'on va noter
positifs ou engagés et maximum 20% d'émetteurs qu'on va noter neutres. On garde quand même des émetteurs qu'on note neutres pour une raison de diversification de nos risques. En fait, idéalement, on voudrait avoir que des émetteurs notés positifs et engagés dans nos portefeuilles. Mais comme vous le savez aussi bien que moi, notre économie, elle n'est pas encore complètement à maturité en termes de développement durable. Et donc, nos clients, nos investisseurs, on veut leur proposer quand même des stratégies d'investissement qui restent suffisamment diversifiées. Et c'est pas leur intérêt objectif d'avoir une concentration trop forte en termes de style, en termes de secteur. Et donc, c'est pour ça qu'on s'autorise à avoir ça. Et la réalité, c'est que ça pose pas de questions en soi. Ce qui est important, en revanche, c'est d'être transparent sur le fait d'avoir ce gisement de valeurs qu'on peut noter un petit peu moins bien. Donc, on ne fait pas d'exclusion sectorielle ex ante. En revanche, il y a un certain nombre de secteurs qui sont la finance, la technologie et la consommation. La contribution aux enjeux du développement durable, elle est objectivement un peu plus limitée. On a plus de mal à trouver des émetteurs qui sont vraiment engagés très fortement dans cette transition. Et pour autant, est-ce qu'on va complètement sortir de ces secteurs-là ? Ça ne nous paraît pas forcément pertinent. Donc, ces sociétés qu'on note neutres, ces émetteurs qu'on note neutres, souvent, ils sont issus de ces 3 secteurs-là. Après, dans le secteur de l'énergie, oui, on n'investit pas dans l'énergie fossile, mais on peut trouver d'autres acteurs de l'énergie, donc on n'est pas absent non plus du secteur. Et puis, dans tout ce qui est utilities, il y a beaucoup de utilities exposées à l'énergie, et là, on est assez actif. Globalement, sur nos stratégies cotées, si je dois schématiser un petit peu la manière dont on investit, on se pose 3 questions. Quoi, comment, à quel prix ? Quoi, c'est qu'est-ce que ces émetteurs font ? Donc, c'est ce que j'évoquais précédemment. En fonction du thème qu'on regarde, on va regarder ce qu'ils font. 2, le comment. Comment ces émetteurs en fait travaillent. Et là, on passe sur quelque chose qui est plus traditionnel. En fait, on va analyser la qualité de la stratégie, la qualité du management, la qualité des fondamentaux financiers. Et puis, le à quel prix. En fait, on peut aimer les fondamentaux d'une entreprise. En revanche, ce qu'on risque de moins aimer, c'est sa valorisation. Parfois, il y a des entreprises dont l'activité est très intéressante, dont les fondamentaux stratégiques financiers sont très bons, mais qui sont survalorisés. Donc, à partir de ces 3 analyses qui sont en entonnoir, quoi, comment, à quel prix, on va définir si c'est un bon moment pour investir, et si le prix est trop élevé, on va attendre un point d'entrée. Est-ce que vous sentez la même dynamique, le même engouement pour l'investissement responsable, durable, sur chacun des territoires sur lesquels vous êtes ? Alors, c'est très intéressant parce que les dynamiques sont évidemment pas les mêmes. L'Europe est clairement pionnier, donc est beaucoup plus sophistiquée dans sa compréhension des enjeux. L'Union européenne, d'ailleurs, est la plus avancée dans le monde en matière de règlement lié au développement durable. Les États-Unis recommencent à s'y mettre avec Biden. En fait, ils ont toujours été dans le développement durable, mais de manière beaucoup plus marginale. Et là, ils y viennent plus en force. Mais je pense qu'ils restent moins sophistiqués que les Européens, malgré tout. Et les Asiatiques, certaines places s'y mettent de manière très active et récente, comme Hong Kong ou Singapour. D'autres sont actives depuis longtemps. Il y a vraiment des dynamiques qui sont pas les mêmes, mais on voit bien qu'il y a de l'inspiration croisée. C'est-à-dire, par exemple, la finance verte à Singapour, ils regardent quand même beaucoup ce que l'Europe a fait. Lors du premier épisode, nous avions interviewé Antoine Cirque, directeur de l'engagement de BNP Paribas. Il nous avait expliqué un petit peu son point de vue sur le rôle de la finance dans la transformation qui est actuellement en marche pour un monde plus durable, responsable, avec moins d'émissions de carbone notamment. Quel est votre sentiment sur le rôle que peut jouer la finance plus globalement ? Alors, je pense que quelque part, on a beaucoup de chance d'être à ce moment-là dans le monde de la finance parce que on est à un moment charnière, on est à un moment tournant où il se passe beaucoup de choses. Ça, c'est pas il y a 20 ou 30 ans. Donc, on a vraiment la possibilité d'agir, de financer les grandes transitions qui sont à l'œuvre et de servir de catalyse, en fait, en les mettant bien en avant. Ce que je trouve intéressant, c'est que pourquoi en fait on est à ce moment-là aujourd'hui, parce qu'en fait on n'est pas les seuls acteurs à effectuer cette prise de conscience. On en parlait précédemment, les États en ont pris conscience, que ce soit les États-Unis, l'Union européenne, les deux
Ces deux géants en fait visent une neutralité carbone à horizon 2050, la Chine vise 2060, donc les États sont en marche. Les industries sont en marche, donc il y en a de manière très positive, qui sont très proactives. Ça, il n'y a pas de sujet. Et puis, il y en a d'autres qui sont sacrément secouées. On peut penser aux énergies fossiles avec le jugement de Shell il y a quelques jours, l'Assemblée générale d'Exxon tout récemment aussi, ou encore la publication du rapport Net Zero de l'Agence internationale de l'énergie qui secoue les majeures pétrolières en disant mais en fait, si on veut atteindre la neutralité carbone en 2050, en fait, il faut juste arrêter d'ouvrir de nouveaux gisements, d'exploiter de nouveaux gisements de charbon, de pétrole, de gaz. Donc les industries bougent et commencent à se rendre compte qu'en fait, c'est pas des petites initiatives qu'il faut prendre, mais juste il faut changer de paradigme. Il y a ça. Et puis la dernière dimension, si je mets de côté la finance, c'est les consommateurs, les investisseurs qui comprennent qu'ils peuvent être acteurs de ce changement. Et donc, il y a un chiffre qui est assez intéressant. Les fonds dits investissements responsables sur les fonds ouverts européens, ils ont augmenté en volume de 50% sur 2020, qui est quand même un bon signal. C'est-à-dire que la prise de conscience, elle est là. Donc, du coup, si on se résume, on a les États, on a les industriels, on a les investisseurs, dont notamment les investisseurs particuliers, et puis enfin, on a la finance. On a la capacité à faire bouger les lignes de manière assez massive. Donc ça, c'est assez réjouissant. Après, ce qui est assez effrayant, c'est que effectivement, on n'est pas sur le bon tempo. Donc, il faut accélérer. Il faut, je pense, fondamentalement faire confiance à l'homme. Se dire que souvent, quand même, quand on est acculé, on arrive à trouver des solutions assez révolutionnaires. Donc, j'espère qu'on va arriver à relever ce défi, mais c'est quand même des défis assez complexes. Si le climat, on commence à comprendre, la biodiversité commence à effleurer tout simplement les sujets, le pacte sociétal capitaliste, il est en train de voler en éclats, donc on voit bien qu'on est obligé d'être extrêmement vigilant. Donc, à la fois, je trouve qu'on est dans une situation où on peut vraiment contribuer à changer les choses, et en même temps, on a une responsabilité assez lourde si on ne le fait pas. Oui, on partage tout à fait votre point de vue. Un grand merci Anne-Carine. Avec plaisir, Anne-Laurence. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir en mettant des étoiles sur votre plateforme de podcast préférée et en le partageant sur les réseaux sociaux. Nous sommes à l'écoute de tous vos retours, encouragements, suggestions d'invités ou autres. Pour cela, vous pouvez nous adresser un mail à l'adresse borsamparbourse en minuscule et au singulier @bnpparibas.com. Vous avez aussi la possibilité de vous abonner à certaines de nos publications en nous adressant votre demande par mail à la même adresse. Merci pour votre soutien.